Gbagbo ne dit pas que la dette ivoirienne est colossale. Il dit c'est Digba dette. C'est quoi le mot Digba? Il vient encore dans son langage populiste pour dire qu'il est l'enfant du peuple, quoi. Donc il parle comme les gens de Yopougon, Digba dette. Ça, c'est pas le langage d'un chef d'État. D'abord, je ne connaissais pas Adama Bictogo. Je ne l'ai jamais vu. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Jusqu'à ce qu'un matin, Afi ça nous dit que dans le cadre du partenariat, de nous mettre ensemble avec les RADP pour les directions municipales à Yopougon. C'est comme ça que j'ai découvert M. Adama Bictogo. Et quand nous avons gagné les élections, il m'a fait l'honneur de faire de moi le 3e adjoint au maire de Yopougon. Mais je vous dis que ça se passe très bien. Voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes en symbiose avec quelqu'un et que vos relations se passent très bien, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, je claque la porte. Vous comprenez? Mais moi, c'est mon cas. Mais je pourrais vous donner le cas de Sanogo Mamadou, qui est un militant du Front populaire ivoirien, mais qui est en partenariat. On avait fait un partenariat le PDCI, il a la mairie de Cocody, Sanogo Mamadou. Mais quand Afi a signé le partenariat avec le RHDP, quand Afi lui a demandé de rompre ses relations avec la mairie de Cocody, il lui a dit, mais je n'ai aucun problème avec eux. Je me sens bien avec, mon partenaire marche bien avec le PDCI. Donc moi, je reste. Il est resté. Il est aujourd'hui, il est toujours adjoint au maire de Cocody, Sanogo Mamadou. Et ça se passe très bien. C'est-à-dire que ce que je veux dire, que les Ivoiriens arrêtent de penser que tous ceux qui marchent avec le parti au pouvoir sont à la recherche de gains. Ce n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas vrai. La politique repose sur la seule appréciation des réalités du moment. Voilà. À un moment donné, le partenariat est utile. Nous sommes en partenariat de la RHDP et ça marche très bien. Il faut le renforcer. 2, il faut arrêter les préjugés, les commérages, etc. Moi, quand j'ai travaillé avec Adama Bictogo, beaucoup de gens m'ont appelé pour dire, mais Pierre, tu ne pourras jamais travailler avec lui, etc. Ils ont dit plein de choses. Mais j'ai découvert notre homme. Un homme ouvert, voilà, un homme de dialogue, hein, avec qui tu peux échanger. Et puis j'ai trouvé en lui un homme affable, aimable, qui fait de la politique, mais qui fait de la politique sociale. Et je suis un socialiste, ça me convient. Vous comprenez? Voilà pourquoi je ne veux pas rentrer dans ce débat. Non, il n'y a pas de deal. Moi, je pense que le RHDP, après 10-15 ans de pouvoir, peut gérer la Côte d'Ivoire sans forcément être en partenariat avec le FPI. Donc, s'ils ont accepté d'être en partenariat avec nous, bon, tout est à son honneur. Mais il n'y a pas de deal. Ça, je peux vous le dire. Hein, on peut même aller plus loin. Je peux vous dire que le maire, un adjoint au maire dans les communes de Côte d'Ivoire gagne 147 000 de francs CFA. Parce que la fonction de maire est gratuite. Voilà, c'est ce que dit la loi. Donc, il n'y a pas d'avantage en tant que tel. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un deal. Mais c'était une volonté de construire la réconciliation nationale, une volonté de construire la paix, et de nous amener au partenariat de RHDP. Et je veux que nous restions dans cette dynamique. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. On peut faire la politique sans violence et sans injure. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir le monde. La paix de Bono est un échec. C'est un échec. Parce que Laurent Gbagbo est dans un esprit de revanche. Depuis qu'il est revenu de la haie, il n'a posé aucun acte dans le sens de la réconciliation des Ivoiriens. D'abord, à l'intérieur de son propre camp, il a divisé son propre camp en créant le PPAC. D'accord? Parce que Laurent Gbagbo, il ramène tout à sa personne. C'est-à-dire que le socialisme ne peut exister en Côte d'Ivoire que par rapport à lui. Voilà. La preuve, regardez comment M. Awadon Melo est traité au sein du PPAC. Ça dit qu'on ne veut pas entendre notre son discordant. D'accord? Donc, l'appel de Bonois, c'est un appel de soutien à Laurent Gbagbo. Soit Afi accepte de rejoindre le PPAC pour soutenir Gbagbo, dans ce cas, il n'est plus candidat à l'élection présidentielle, mais Gbagbo ne va jamais soutenir Afi. Ça, ce sera un miracle. Vous comprenez? Parce que ça, c'est le vécu quotidien des Ivoiriens. Et tu fais un appel à Bonois. Bonois, tu es chez Simone. Bonois, tu es chez Simone. Voilà. Donc, quelle est la place de Simone dans son appel? Il ne répond pas à cette question. Voilà. Donc, pour moi, c'est un échec.
Et je pense personnellement que c'est de là que vient tout le problème de l'opposition ivoirienne. À partir du moment où les gens ramènent tout à leur personne, nous pouvons avoir une opposition crédible. Vous imaginez Gbagbo appeler à voter Thiam? Moi, j'aimerais bien voir ça, mais je n'y crois pas. Voilà. Et quand je regarde tous les jeunes autour de Gbagbo, les Damana Picasse, les Stéphane Kipré, les Kone Katina, etc., écoutez leurs discours. Tous leurs discours tournent autour du nom de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ne sont même pas capables de prendre leur indépendance. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont en réalité des instruments pour la cause de Laurent Gbagbo. Ce que moi, je ne peux pas faire. Moi, je ne veux pas être l'instrument de quelqu'un. Voilà. Je pense que moi, j'aime faire... je veux faire passer mes idées. Voilà. Et si demain, au pire des cas, je peux faire contribuer ce Kofi, sortir de la politique, écrire mes livres, et puis bon, penser la Côte d'Ivoire autrement. J'ai même appris, je suis très triste. On dit que Mamadou Coulibaly dit qu'il s'est retiré de la politique. Ça m'a fait de la peine. Parce que le professeur Mamadou Coulibaly, dans mon approche libérale de l'économie, c'était une référence. Alors s'il dit qu'il se retire de la politique, ça me fait un peu un pincement au cœur, mais je pense qu'il n'a pas tort. Parce que quand tu vois comment évolue le socialisme en Côte d'Ivoire, avec tous ces populistes, à un certain moment, tu te dis, bon, mais autant me consacrer à mes recherches, écrire mes livres et puis passer à autre chose. Vous comprenez? Donc, l'appel de Beaunois, c'est un échec. Et aujourd'hui, l'appel de Beaunois a affaibli l'opposition ivoirienne. Voilà, c'est un appel sans avenir. En fait, c'est un peu comme, comment on appelle ça? C'est comme si Laurent Gbagbo voulait se donner encore de la contenance pour dire que voilà, les gens vont se regrouper autour de moi, mais les gens ne sont pas prêts à se regrouper autour de lui parce qu'il a commis trop d'erreurs. Voilà, trop d'erreurs politiques. On n'a pas besoin de ressasser tout cela aujourd'hui, mais nous pensons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire mérite mieux. Voilà. Si les Ivoiriens pensent que le système actuel a beaucoup de défauts, mais il faut améliorer les défauts. Parce que ce que les Ivoiriens oublient, comparaison n'est pas raison. Mais Ouattara n'est pas un président paresseux, comme Biya. Biya, c'est un président paresseux. Les Sassou Nguesso, je suis allé dans ces pays. Regardez le Cameroun, 42 ans de pouvoir de Biya, il n'y a pas de route. Ça, c'est les présidents paresseux. Vous allez au Congo, il n'y a même pas d'eau potable avec Sassou Nguesso. Lui aussi, il a fait 40 ans de pouvoir. Ce sont des faits qui sont là, devant nous, qu'on voit. Mais ici, malgré son âge, il a un bilan. Et il appartenait aux Ivoiriens d'en tirer les conséquences. Voilà, pour moi, que Tidjam Tian gagne les élections ou Ouattara gagne les élections, peu importe, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et il faut que nous soyons dans cet esprit où on fait une élection, le lendemain, tout le monde va au travail. Voilà un peu mon ambition. La politique sans injure, sans violence. Moi, je n'ai jamais cru en Gbagbo rassembleur. Jamais. J'ai été triste de voir comment il a perdu le pouvoir. Mais bon, c'est ça aussi le jeu politique. C'est ça aussi le jeu politique. Mais Gbagbo n'a jamais été un rassembleur. Gbagbo est rassembleur que autour de sa personne. Donc, moi, je ne suis pas surpris de tout ce qui est arrivé. Voilà. Et puis, il était à La Haye quand il y a eu la querelle avec le camp Afi, les Gbagboiens et Afi. On a eu le temps d'examiner toute cette problématique. On a eu le temps d'interroger des proches de Gbagbo. On a eu le temps d'interroger ceux qui allaient lui rendre visite à La Haye, etc. Non, Gbagbo n'est pas dans un esprit de rassemblement. Gbagbo, c'est Gbagbo ou rien. Tout simplement. Gbagbo n'a rien à faire le rassemblement de la gauche. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est Gbagbo président. C'est tout. Et si vous avez compris cela, alors vous connaissez Gbagbo. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'attends que Gbagbo appelle à voter Thiam. Si c'est dans partenariat le PDCI. Donc j'attends de voir cela. À partir de ce moment-là, vous viendrez me dire, ah, professeur, vous avez dit que c'était, il a fait quand même. J'ai dit, ah oui, j'ai eu tort. Et que je présente mes excuses à Gbagbo et à la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas son tempérament.
Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui ramène tout à sa personne. J'ai beaucoup de respect pour lui, hein. Il a été président de la République, voilà, il a souffert, voilà, quelqu'un qui a fait plusieurs fois la prison et tout et tout. Mais c'est un destin politique particulier, d'accord? Mais Gbagbo, c'est pas un rassembleur. Voilà, c'est pas un rassembleur, c'était diviseur. C'est-à-dire, même quand il était au pouvoir, il a divisé le FPI. Il a même créé, peut-être que vous avez un peu oublié, mais avec le FPI, il a créé le CNRD. Après le CNRD, il a créé la LMP. Toujours, c'est quelqu'un qui crée toujours des structures, voilà, pour affaiblir quelqu'un avec lequel il n'est pas d'accord. Vous comprenez, quand il a compris que le FPI lui échappait, il a créé le CNRD. Quand il a vu que le CNRD lui échappait, il a créé la LMP. C'est comme ça que le Laurent Gbagbo fonctionne. Donc c'est un diviseur dans l'âme et dans l'action. Donc moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'il rassemble le Front populaire ivoirien. Donc je ne suis vraiment pas surpris qu'il soit arrivé et qu'il ait créé le PPACI, là où les militants, certains militants irréductibles, c'est-à-dire les naïfs, pensaient que Gbagbo allait rassembler le Front populaire ivoirien. Mais non, c'était pas, ça n'a jamais été dans son ADN. Donc il a créé le PPACI pour affaiblir non seulement... Après, il a dit qu'il laisse le FPI une enveloppe vide à Affi-Nguessa. Il a créé le PPACI. Donc aujourd'hui, quand il fait l'appel de Bonois, et puis l'appel est parti de l'opposition, quelle autre partie de l'opposition il y a en Côte d'Ivoire? Rassemble d'abord ta propre chapelle. Voilà, il n'a pas été capable de rassembler sa propre chapelle. Et mieux, jusqu'au moment où vous demandez, nous faisons cette interview, il n'a jamais reçu Affi-Nguessa. Voilà, c'est là aussi, c'est là le Laurent Gbagbo. Parce que pour Laurent Gbagbo, Affi ne représentait rien dans ta perception de la politique. Pour Laurent Gbagbo, chacun est un instrument pour qu'il atteigne ses objectifs. Laurent Gbagbo, dans la politique, il n'a lu qu'un seul livre, Machiavel. La fin justifie les moyens. Oh, il y a d'autres auteurs en politique. Il y a Aristote, il y a Cicéron, il y a eu d'autres auteurs. Il y a Ramsès II, il y a la philosophie Ubuntu. Il y a bien d'autres philosophies dans lesquelles nous pouvons tirer le meilleur de nous-mêmes pour développer l'Afrique. Or, lui, c'est la fin qui justifie les moyens. À partir de ce moment-là, c'est un populiste. Voilà, c'est un populiste et avec un nom comme ça, on ne peut pas parler de rassemblement. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas parier sur la capacité de Gbagbo à rassembler les socialistes ivoiriens, à plus forte raison l'opposition ivoirienne. Ça, ce n'est pas possible. Il appartient aux gens encore lucides de construire quelque chose de nouveau et de comprendre que si on veut créer un parti socialiste en Côte d'Ivoire, il faut partir de nouvelles bases. Et que le temps de Gbagbo, le temps de Affi, ces deux temps sont passés. Peut-être pourrions-nous construire quelque chose de nouveau avec le temps, j'ai dit comme ça, tout bête, le temps de Katina, le temps de Domelo, le temps d'Agogodé. Voilà, il faut une nouvelle génération. Sinon, cette génération, c'est fini. Il n'y a plus rien à attendre d'eux. Et puis bon, on aura le temps de discuter avec des jeunes de notre génération au PDCI, Tidjane Thiam, Jean-Luc Bion, au RADP, Cissé Bakongo, Fidel Sarasoro, Téné Brahima, Adama Bictogo, etc. Et voilà. C'est une nouvelle génération pour donner envie aux Ivoiriens de faire la politique et puis pour construire ce pays dans la paix et construire la prospérité nationale. Je n'en dirai rien par charité. Je n'aime pas juger Laurent Gbagbo, ça me dérange un peu. Parce que c'est un monsieur qui a un destin politique particulier. En 1972, il fait la prison pour la première fois à Séguéla. En 1982, il va en exil. C'est une autre forme de prison. En 1992, il est en prison, après les événements de février. Vous comprenez? En 2002, il connaît les rébellions. Et puis, chemin faisant, en 2011, il se retrouve en prison à la CPI. Vous voyez un peu le destin de l'homme? Donc, je pense qu'il faut en tenir compte quand vous faites une analyse. Parce que quoi qu'on dise, en sciences politiques, nous étudions le destin politique des hommes politiques. On a étudié Franklin Roosevelt, on a étudié Napoléon, on a étudié le tsar, Nicolas, etc., etc. Donc, chaque homme a un destin politique. Voilà, donc, je ne parlerai pas de bilan. Voilà, parce que les 10 ans de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, ça a été du gâchis, tout simplement, parce que nous avons vécu une société désintégrée. Voilà, il y a eu les rébellions, la Côte d'Ivoire a été coupée en deux.
on n'avait pas une armée. Voilà. Parce que si la rébellion a prospéré, c'est parce qu'il n'y avait pas eu d'armée digne de ce nom. Parce que quand vous êtes chef d'État, il y a ce qu'on appelle les oreilles de la République, les renseignements généraux, l'espionnage, le contre-espionnage, des gens qui vous font des rapports au quotidien. C'est à vous de gérer l'information. Vous comprenez? Un État trop sérieux. C'est un échec de Laurent Gbagbo. Il n'a pas su gérer les informations. Donc on ne peut pas accuser la France. C'était son incompétence. Voilà, c'était son incompétence. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir une puissance nucléaire contre vous et puis dire que vous pouvez la combattre comme ça. Ça, ce n'est pas possible. Et mieux, quand vous regardez bien pendant cette période, mais Laurent Gbagbo a toujours voulu être l'ami des Français. Alors que là, tout le monde lui disait que c'est la France qui te fait la guerre. Mais il était convaincu d'être l'ami des Français. Après, il a renouvelé tous les contrats économiques des entreprises françaises. Il le dit dans lui-même dans son livre avec Mattei. Et pourtant, je leur ai tout donné. Donc, Laurent Gbagbo, c'était pas un homme de rupture avec la France. C'était un France-africain. Après, il finance même la campagne de Chirac. Vous comprenez? C'est ça aussi le populisme. Il finance la campagne de Chirac. C'est de l'incompétence. Moi, je mets ça carrément sur le compte de l'incompétence. Donc, je n'aime pas trop. Donc, on ne peut pas parler de bilan, de machin et tout. Non, il n'en a pas parce que, bon, il ne pouvait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, les conditions dans lesquelles Gbagbo est arrivé au pouvoir, après le coup d'État de Guéhi et après ces élections, que lui-même il qualifiera de calamiteuses, franchement, la première des choses qu'il fallait faire, mais c'est d'organiser le système sécuritaire de son pays. Il n'a pas été capable de le faire. Donc moi, personnellement, je ne le juge pas parce que je pense qu'il a suffisamment souffert dans sa chair, mais du point de vue politique, c'est un populiste. Et généralement, les populistes sont incompétents. Prenez le cas de la Guinée. Sékou Touré fait un discours le 28 septembre 1958. La Guinée préfère la liberté dans la pauvreté. Et la liberté dans la pauvreté. Depuis qu'un pauvre est libre. Mais les gens applaudissent. Ça, c'est un discours populiste. Voilà. Depuis quand? Il dit la Guinée préfère la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Il a vu un homme riche être esclave. C'est faux. Mais c'est des discours, quand tu les entends, ça résonne bien dans les oreilles. La liberté dans la pauvreté. Un pauvre n'est pas libre. Ça n'existe pas. Ni du point de vue philosophique, ni du point de vue anthropologique. Un pauvre, il est esclave. L'opulence dans l'esclavage, ça n'existe pas. On ne peut pas être opulent dans l'esclavage. Quand on est riche, on est libre. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut se payer ce qu'on veut. Mais ce sont des discours que les gens écoutent. Donc les gens sont heureux d'entendre ce genre de discours. Ce genre de discours-là, c'est du populisme. Aujourd'hui, quand vous regardez la Guinée n'a pas décollé. Voilà. Donc il faut que nous apprenions en Afrique à sortir des discours populistes. Parce que les enjeux sont importants. Nous sommes 1 milliard, plus d'1 milliard sur le continent africain. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de faire des discours. J'entends souvent les cyberactivistes panafricains, etc., qui tiennent des discours, machin. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il s'agit de construire le développement économique et social de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? Avec ou sans la France? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'enjeu. Donc, nous ne perdons pas notre temps dans les faux discours. Vous comprenez? Il nous faut être concret, pratique et pragmatique pour faire décoller l'Afrique. C'est ça l'enjeu. Et moi, personnellement, je pense que la Côte d'Ivoire doit être le pivot de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et nous devons travailler à cela, mais dans la paix et la non-violence. C'est là tout mon combat politique. Mais pourquoi il ramène tout à sa personne? Au Sénégal, Sanko a été exclu, non? Mais il a choisi quelqu'un d'autre, Diomaye Faye. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ramener tout à sa personne. C'est ça la grande faiblesse de Laurent Gbagbo. On ne peut pas tout ramener à sa personne. Mais s'il n'a pas son nom sur la liste électorale, mais qu'il saisisse le tribunal, ou c'est un ancien chef d'État, il peut prendre rendez-vous avec le président Alassane Ouattara, il peut discuter de ça d'homme à homme.
Oui, parce que c'était dans ses chefs d'État. Laurent Gbagbo a le numéro de téléphone du président Alassane Ouattara. Il peut l'appeler. Puis lui dire, bon, il faut qu'on se rencontre. Et puis il peut discuter entre eux. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Il peut discuter à deux. Si ça ne marche pas, Laurent Gbagbo peut rencontrer les chefs religieux du COSIM ou bien de l'archevêché ou de l'église évangélique. Allez-y voir le président de la République. Que je n'ai pas mon nom sur la liste électorale, voilà, voilà, voilà. Ceux aussi peuvent aussi servir d'intermédiaire. Si ça ne marche pas, il y a les chefs coutumiers. Il y a plusieurs manières de négocier pour que son nom soit sur la liste électorale. Si après toutes ces démarches, son nom n'y est pas, mais qu'il choisisse quelqu'un d'autre, comme l'ont fait les Sénégalais. Parce que Dieu ne parle pas aux hommes autrement. Hein. Le cas du Sénégal est là. Nul n'est indispensable. Donc que Gbagbo fasse la promotion d'un cadre du FI ou du PPAC qui gagne les élections et puis qui remet son nom sur la liste électorale. Moi, je pense que ça, c'est faisable. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, sur la question que vous posez, le courrier de l'ONU, mais ce n'est qu'un courrier. Un courrier n'engage pas l'ONU. Un courrier ne s'impose pas à un État. Les seules décisions de l'ONU qui s'imposent à un État sont les décisions du Conseil de sécurité. Ce sont les décisions du Conseil de sécurité qui ont force juridique obligatoire à l'égard de tous les États membres. En dehors de cela, tous les restes, courriers, rapports, etc., ne font que des recommandations. Mais les recommandations en droit n'ont pas force juridique obligatoire. Vous comprenez? Donc il faut arrêter de manipuler la population pour dire l'ONU a envoyé un courrier de dire de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais ça n'engage pas l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui apprécie et qui juge de l'opportunité de le faire ou de ne pas le faire. Voilà, donc moi j'ai été l'avocat de Gbagbo. J'ai fait partie des avocats qui ont défendu Gbagbo dans la casse de la BCEAO. Je crois que c'est là qu'il a été condamné à 20 ans et tout ce qui le rend inéligible. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est un ancien chef d'État. Il sait ce qu'il a à faire. Il peut rencontrer le président Alassane Ouattara. Il peut faire du lobbying avec tous les réseaux, je pense qu'il en a. Voilà, pour intervenir auprès du président Ouattara, peut-être trouver des arguments. Voilà, et puis bon, en dernier ressort, c'est le président de la République qui décide, en jugeant de l'opportunité, voilà, de sa candidature. Dans les cas contraires, ben, que le PPAC présente un autre candidat à la place de Laurent Gbagbo. Et ce ne sont pas les cadres qui manquent au RHDP, au PPAC. Les Hubert Oulaye, c'est quand même des gros calibres. Voilà, les TIV, Gervais, etc. Les professeurs Wonien. Voilà, il y a des cadres au PPAC. Pourquoi on veut toujours tout ramener à la personne de Laurent Gbagbo? Moi, personnellement, je trouve ça vraiment iconoclaste. Il faut passer à autre chose. Voilà, il ne faut pas rester fermé sur non, il faut que Gbagbo soit... Je lis un peu les dieux. Pourquoi Gbagbo ne pas sur la... Si Gbagbo n'est pas sur la liste, il n'y aura pas d'élection. Mais pourquoi? Pourquoi? Gbagbo n'est qu'un mortel, comme tout le monde. Voilà, nous sommes plus de 30 millions d'Ivoiriens. Donc pour un seul homme, on va détruire ce pays? Non. Gbagbo n'est pas sur la liste, il n'est pas sur la liste électorale. Voilà. Que les Ivoiriens choisissent le candidat qui va gagner les gens qui mettra le nom de Gbagbo sur la liste électorale, c'est tout. Et ça, les Sénégalais nous ont donné l'exemple. Non, je pense qu'on peut faire la politique sans donner... Ça dit que les gars posent mal la problématique du nom de Gbagbo sur la liste électorale. Ils posent cette problématique comme une injonction au président de la République. Si vous posez la problématique en termes d'injonction au président de la République, ça ne se fera jamais. Ce n'est pas possible. Parce qu'un individu ne peut pas s'imposer à un État. Parce que le président Ouattara n'incarne pas sa personne, il incarne l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, ça veut dire que désormais, l'État de Côte la justice ivoirienne ou toutes les décisions peuvent prendre des décisions et pour un individu, du jour au lendemain, on change la décision. Non. Si vous êtes républicain, utilisez les voies républicaines pour régler votre problème. Et les voies républicaines, dans toutes les sociétés, il y en a deux. Soit la voie judiciaire, soit la voie pacifique de la négociation. Et moi, je pense que Gbagbo doit explorer l'une des deux voies. Voilà. Et il a suffisamment d'avocats en Côte d'Ivoire pour porter ce message et puis pour qu'on puisse aller de l'avant. Écoutez, moi, j'ai assisté au procès de la CAD de la BCEAO. Gbagbo n'était pas là, mais il y avait Akimbo, il y avait son premier ministre, son ministre de l'économie et des finances, Désiré Dallo, qui était à ce procès. Il n'y avait que lui et Kone Katina qui n'étaient pas là. Katina était encore en exil. Le procès a eu lieu.
et il y a eu une condamnation. Ce sont des choses réelles. D'accord? Est-ce qu'il a été condamné? Est-ce qu'on lui demande de reconnaître ou de ne pas reconnaître? On lui dit tout simplement que comme ton nom n'est pas sur la liste électorale, utilise les voies judiciaires ou des négociations pour que ton nom y soit. Ce n'est pas une question de reconnaissance. Mais quand tu ne le reconnais pas, bon, si tu ne le reconnais pas, mais ton nom n'est pas, est-ce que ça règle ton problème? Ça ne règle pas le problème. Donc ce n'est pas une question de reconnaître ou de ne pas reconnaître. C'est une question de comment je fais pour que mon nom soit sur la liste électorale. Soit j'utilise la voie judiciaire, soit j'utilise la voie politique. Et la voie politique, la meilleure voie politique, c'est la négociation. Et moi, c'est ce que je conseille à mes amis du PPAC. Soit vous saisissez le tribunal pour réformer la décision qui condamne Gbagbo, qui fait qu'il n'a pas son nom sur la liste électorale. Si cela n'est pas possible, utilisez la négociation politique. Peut-être que le président peut prendre une loi d'amnistie. Mais tout dépendra du contexte, de la manière dont vous présentez les problèmes. C'est de ça que je veux parler. Voilà. Mais je veux qu'on sorte de toujours vouloir faire un bras de fer avec le parti au pouvoir. Voilà. Non, la Côte d'Ivoire a dépassé cela. Moi, je pense que notre pays a beaucoup de potentialités. Il faut dépersonnaliser les débats politiques et il faut faire la politique de façon intelligente, sans injure, sans violence, dans la paix. La paix, c'est le seul héritage que nous a laissé au Houphouët-Boigny. Et avec tout ce que nous avons vécu ces dernières années, chacun de nous doit savoir ce que vaut la paix. Sans la paix, nous n'aurons pas fait cette interview. Vous connaissez la dette des États-Unis? Ils sont la première puissance économique mondiale. Tous les pays sont endettés. C'est ça encore le discours populiste. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire n'est pas plus endettée que n'importe quel pays. Voilà. La dette s'inscrit dans la gestion courante d'un État. Tout dépend de ce que vous faites avec l'argent que vous prenez. C'est tout. Voilà. Le président Alassane Ouattara, c'est un économiste. Voilà. Il est entouré de conseillers, juristes. Il est entouré de beaucoup de personnes. D'accord? Donc, notre dette n'est pas plus que la dette française. La dette française est à plus de 120% du produit intérieur brut de la France. Nous ne sommes qu'autour de, je crois, 58% ou 68%. C'est une dette supportable. Tout dépend de la politique économique que nous menons. Voilà. Si on avait pris tout cet argent-là et puis on n'avait rien fait avec, on allait dire, ah mais il y a un problème. L'argent a été utilisé. Bon, je ne suis pas un auditeur, hein, mais je pense que les infrastructures sont visibles. Peut-être plus tard, on fera le bilan. Voilà. Mais je n'aime pas les discours populistes. La preuve. Gbagbo ne dit pas que la dette ivoirienne est colossale. Il dit c'est Digba dette. C'est quoi le mot Digba? Il vient encore dans son langage populiste pour dire qu'il est l'enfant du peuple, quoi. Donc il parle comme les gens de Yopougon, Digba dette. Ça, c'est pas le langage d'un chef d'État. Prenons la Côte d'Ivoire au sérieux. Nous avons une dette, c'est vrai, qui est très élevée, c'est vrai, mais nous devons faire attention pour ne pas qu'il y ait des dérapages. Les enjeux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la lutte contre la corruption, c'est un minimum d'éthique, d'accord, un minimum de transparence pour que ce pays puisse prendre son envol. Créer des conditions de la sécurité des biens et des services, ce sont les enjeux de notre société. Vous comprenez? Il faut sortir des caricatures. Moi, je ne suis pas dans les caricatures. Vous comprenez? Et je pense que chacun peut avoir son opinion sur la dette ivoirienne, etc., etc. Mais au jour d'aujourd'hui, la dette nous a permis de développer un certain nombre d'infrastructures. Voilà, donc personnellement, je ne crois pas que la dette ivoirienne soit au-delà des capacités de remboursement de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup de réformes à faire. Hein. Moi, personnellement, dans mes cours à l'université, dans mon cours d'économie politique, je prends un seul exemple. Le problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est d'élargir l'assiette fiscale. Par exemple, on ne peut pas, moi, personnellement, je trouve inacceptable que l'impôt foncier en Côte d'Ivoire représente à peine 23% de l'impôt général en Côte d'Ivoire, avec toutes les maisons qui se construisent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne payent pas leur impôt foncier. D'accord? Quand vous regardez, par exemple, à Abidjan, toutes les grosses voitures qui circulent, mais ça veut dire qu'il y a des revenus qui ne sont pas déclarés. Vous comprenez? Il y a un travail à faire, mais ça se fait avec le temps. Hein, d'accord?
Quand vous prenez par exemple un fonctionnaire ivoirien qui paie des études à ton fils aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des revenus qu'il ne déclare pas, des revenus qui sont cachés. Mais ça, c'est la lente construction de l'État. L'État est une dynamique. Il faudra que nous arrivions un jour à ce que les Ivoiriens remplissent des fiches d'impôts à partir du mois de décembre, d'accord, pour déclarer tous leurs revenus. Et c'est cela la modernité. Vous comprenez? C'est cela la modernité. Et parce que je sais, moi j'enseigne la science politique, j'enseigne l'économie politique, je travaille souvent avec les amis du Trésor, des impôts, je fais des recherches et tout. Et en Côte d'Ivoire, les gens ne payent pas l'impôt foncier. Les gens ne payent même pas l'impôt. Si vous arrivez aux impôts, là, je prends un quartier comme les Deux Plateaux, vous verrez qu'ici aux Deux Plateaux, 75% des propriétaires de maisons ne sont pas à jour de l'aide d'impôt. Voilà. Ça, ce sont des challenges que nous devons construire. Et moi, je pense qu'on peut le faire sans trop de bruit. Notre dette n'est pas plus colossale que la dette américaine. Notre dette s'inscrit dans la dette normale d'un État qui veut construire sa modernité. C'est ce qu'il faut retenir. Je pense qu'il faut éviter la polémique inutile. D'accord? Le débat sur le deuxième ou le quatrième mandat du président Alassane Ouattara est désormais derrière nous. Il y a eu une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Il y a eu un référendum. La constitution a été adoptée. Le président Ouattara a été élu en 2020. Les gens ont fait un recours devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a validé les élections. Les décisions du Conseil constitutionnel ont autorité absolue de la chose jugée, c'est-à-dire que ça s'impose à tout le monde. D'accord? Donc, la porte est ouverte pour que le président Ouattara soit candidat à un deuxième mandat sous la 4e République. D'accord? Si on est des juristes, il faut s'en tenir à cela. Donc le problème, ce n'est pas que Ouattara est candidat ou n'est pas candidat. Le problème, c'est que est-ce que ses adversaires sont prêts à l'affronter? C'est à eux de s'organiser. C'est à eux de s'organiser pour l'affronter. Et puis s'ils gagnent, ils gagneront. S'ils perdent aussi, qu'ils reconnaissent qu'Alassane a gagné et puis on passe à autre chose. Moi, personnellement, une quatrième candidature ou une deuxième candidature du président Alassane Ouattara ne me dérange pas. Voilà. Le plus important, c'est la stabilité des institutions en Côte d'Ivoire. Le plus important, c'est la paix. Le plus important est que celui qui gagne les élections, le perdant reconnaisse que le vainqueur a gagné et puis on passe à autre chose. Parce qu'il n'y a pas que la politique dans un pays. Il y a bien plus d'autres choses que là. Il y a une vie après la politique. Vous comprenez? Ne faisons pas une obsession sur la chose politique. Donc il faut sortir comment dirais-je, c'est cette idée qui veut que non, il a trop duré au pouvoir, donc il doit... Oufou a fait 33 ans. Il était où? Oufou a fait 33 ans. Et ceux-mêmes qui parlent du mandat de président, ils sont tous pour Poutine. La plupart des opposants ivoiriens, là, ils sont d'accord les pays de l'AES. Mais les pays là, ils ne sont pas dirigés par des démocrates. Il y en a même qui disent qu'ils sont des alliés de Poutine, mais Poutine, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Vous comprenez? Parce que dans le fond, mon cher ami, je vais vous le dire, dans ma carrière de professeur de sciences politiques, j'ai eu à voyager beaucoup. J'ai posé une fois une question aux Chinois à l'université de Shanghai. Quel sens donnez-vous à la démocratie? Pour vous, la démocratie, c'est quoi? Les Chinois m'ont dit la démocratie, c'est donner manger au peuple. Les Chinois sont heureux, ils mangent, ils dorment, ils ont leur maison. Pour nous, c'est la démocratie. Il dit, mais et le pouvoir pour le peuple, par le peuple, c'est quoi dans la Bible? Il dit que, ah bon, ça, ils ne sont pas au courant. Pour eux, la démocratie, c'est construire l'économie, le développement de la Chine, faire de la Chine la première puissance du monde. C'est ça la démocratie chinoise. Aujourd'hui, tout le monde est content de voir la Chine investir partout en Afrique. Est-ce que la Chine est un pays démocratique? Donc, pourtant, tout le monde prend l'argent des Chinois. Donc ça, c'est un premier. Deuxième exemple, j'ai eu à discuter des amis russes. Je leur ai posé la question. Mais chez vous, il n'y a pas la démocratie? Ils m'ont dit, comment ça? J'ai dit, mais pour vous, la démocratie, c'est quoi? Je leur ai dit que la démocratie, chez nous, c'est la sécurité d'abord. On ne veut pas être envahi par notre État. Pour nous, la démocratie, c'est la sécurité. Après la sécurité, il faut donner à manger aux Russes. C'est ça la démocratie chez nous. Il dit, mais ça fait 20 ans que Poutine est au pouvoir. Il dit que non, ça, c'est pas la... Pour eux, là, 20 ans, mais il assure la sécurité, c'est ça qui est la démocratie.
Vous comprenez? Ça, c'est la conception russe de la démocratie. Et puis, comme j'ai l'habitude d'aller aux États-Unis, j'ai discuté avec mes amis américains. Pour vous, la démocratie, c'est quoi? Ah, mais Pierre, quelle question tu nous poses? Il dit, non, je veux savoir. Et chez nous, la démocratie, Pierre, mais comment on appelle, les pères fondateurs ont défini la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. J'ai dit, mais l'Arabie Saoudite n'est pas démocratique, pourtant vous êtes votre allié. Il dit, non. À l'intérieur, nous, c'est ça, l'extérieur, ça ne nous intéresse pas. La démocratie est un instrument de politique étrangère pour les États-Unis.